Bonjour à tous, merci de m'accueillir, merci d'être là pour ce talk. Moi c'est Audrey, je suis alternante, je suis développeuse full stack en alternance chez FizzUp, donc une boîte qui fait des apps de sport. Je ne suis pas du tout là pour vous parler de sport à la maison ce soir, je suis là pour vous demander si vous êtes déjà tombé sur ça un jour. Oui, non, c'est... Ouais. Ouais. Moi je suis tombée sur ça, ça faisait genre 4 mois que je faisais du code. Sur un petit projet et tout. Évidemment, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Alors oui, ça faisait 4 mois que je faisais du code et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que peut-être que vous avez remarqué, j'ai dit que j'étais en alternance et je n'ai pas 18 ans. En fait, je suis en reconversion et donc avant de faire du code, je faisais ça. Et du coup, c'est drôle parce que ça ressemble un petit peu à ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas du tout pareil en fait. J'enseignais à la fac et dans des écoles, etc. Parce que j'ai soutenu en 2018 une thèse en sciences de l'information et de la communication et en anthropologie. Et donc ma spécialité, c'était les relations entre les musées et le marché de l'art. Voilà, j'ai écrit un livre, vous pouvez l'acheter. Je touche 2 €. Il est super. Merci. Et voilà. Et du coup, ma spécialité, c'était les musées et les marchés. J'ai passé 5 ans à faire une thèse sur ça. Et en fait, c'est pas pour parler de ma reconversion que je vous dis ça, c'est pour vous dire que en fait, ce que je kiffais avant de faire du code, c'était passer beaucoup de temps sur des trucs vraiment de niche. Et donc, du coup, peut-être que ça vous explique pourquoi on est là ce soir et pourquoi je suis là devant vous ce soir. Parce que du coup, quand je suis tombée sur ça, bon, alors évidemment, j'ai googlé le truc et tout. Je google les erreurs, voilà. Et très rapidement, en fait, j'ai compris qu'on était sur un truc un peu complexe. Du coup, des fois, quand on google des erreurs, vous savez, bon, ça fait consensus, on trouve, il y a de la doc, il y a une réponse, etc. Ça marche. Et là, je me suis dit, oh putain. Du coup, j'ai creusé. J'ai compris qu'on parlait de standards de modularisation en JavaScript, donc on va y revenir. Déjà, j'ai compris ça. Et après, j'ai continué de creuser. Et du coup, je suis tombée sur plein de trucs, sur l'histoire de JavaScript. Je suis tombée dans une espèce de rabbit hole de l'histoire de JavaScript. C'était un petit peu effrayant, fascinant. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, en fait. C'est pour vous partager un tout petit peu ce que j'ai compris et appris de ça avec mes mots un peu de noob et de jeune reconverti. Donc du coup, c'est parti. Pour parler de ça, en fait, donc, mon talk qui s'appelle Plonger dans l'histoire de SM et CJS, parce que la plus grosse partie en fait, de mon talk, c'est vraiment de parler un petit peu de pourquoi on en est arrivé à avoir 2 standards de modularisation en JavaScript. Et après, dans un deuxième temps, on parlera peut-être de pourquoi ça pose un problème. Et alors, dans le 3e niveau, de comment est-ce qu'on peut vivre avec ça. Spoiler, moi, je ne le dis pas très bien. Mais voilà, comment on peut vivre avec ça. Et là, carrément, j'innove, ça va être le talk participatif, genre vraiment si vous avez des solutions ou des propositions, c'est ouvert. Vraiment la partie 3, c'est participatif, quoi. Donc, première partie, un standard de modularisation. Donc j'ai mon talk qui s'appelle ESM et CJS, peut-être que c'est des termes qui ne parlent pas à tout le monde. Donc ESM pour ECMA Script Module, tu l'as dit Mathias en intro avant, et CJS pour CommonJS. Donc ce qu'on comprend quand on google le truc, 2 standards de modularisation en JavaScript. Alors déjà, moi c'est peut-être mon côté, avant j'étais prof, mais ça veut dire quoi modulariser et c'est quoi un standard? Donc modulariser, dans notre métier, grosso modo, c'est qu'on a du code et qu'on veut diviser, fractionner son code en fait dans des fichiers différents. Pour plein de raisons, elles vous appartiennent. Vraiment, l'architecture, la collaboration, etc. C'est pas pour ça que... Enfin, je ne vais pas en parler ce soir. Et c'est quoi un standard? Alors, pour ceux qui, du coup, connaissent un petit peu l'histoire de CJS et de SM, là, c'est un peu drôle, parce qu'un standard, dans la langue française, c'est une référence commune qui est normalement censée faciliter la collaboration, le travail en commun et l'uniformisation des pratiques. Voilà. Donc, un standard de modularisation, c'est censé être une référence commune en JavaScript pour diviser son code dans des fichiers différents. Et il se trouve qu'en JavaScript, on en a 2, on a ESM et CommonJS. Alors pourquoi? Comment on en est arrivé là et pourquoi? Pour ça, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et il faut faire un peu d'histoire de JavaScript. Alors, je ne vais pas refaire un talk sur l'histoire de JavaScript parce que Mathias, il l'a fait il y a 1 an et c'était vraiment pas si mal, quoi, vraiment. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo, mais je te quote quand même. Donc, avant la sortie de JavaScript en 95, donc je suis suisse, donc il y a moyen qu'il y ait un 95 qui sorte à un moment donné.
Donc, avant 95, on fait des sites en 600 par 800. Je te quote, hein. On a une taille fixe, on les fait en tableau et CSS n'existe pas encore. Voilà, donc on en est là. Pendant ce temps-là, à Netscape, Brendan Eich, il développe JavaScript. Et la sortie de JavaScript est annoncée en 95. Est-ce que quelqu'un connaît la date précise de la sortie de JavaScript? Non? C'est en décembre. C'est le 4 décembre 95. Il y en a qui connaissent leur basique. 4 décembre 95, donc la sortie de JavaScript. Dans la foulée, la marque elle est déposée par Sun Microsystems. Enfin, dans la foulée, ça prend quand même 2 ans. En juin 97, il y a ECMAScript qui est créé. Et ECMAScript, c'est une branche de ECMA. ECMA, grosso modo, organisation qui standardise des trucs dans l'informatique. Et il crée une branche pour JavaScript, donc ECMAScript. Donc ECMAScript, c'est l'organisme qui est censé standardiser des trucs dans JavaScript. Alors, petite parenthèse sur toutes les recherches que j'ai faites. Brendan Eich, il est encore vivant et tout. Enfin, JavaScript, c'est pas si vieux, donc on trouve encore plein de trucs vraiment hyper intéressants. Et du coup, JavaScript, est-ce que c'est créé pour du navigateur ou pour du serveur? On parle de JavaScript côté navigateur, souvent. Et en fait, JavaScript côté navigateur, oui et non, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Brendan Eich, quand il crée JavaScript, il fait partie de Netscape. Netscape, c'est une entreprise qui a un agenda, qui a un business model, etc. Et l'objectif de Netscape avec JavaScript, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est d'offrir à ses clients une solution qui est complète. Et donc du coup, c'est JavaScript JavaScript est développé pour dynamiser les sites, etc. du côté navigateur, mais il y a aussi une utilisation qui est prévue de JavaScript côté serveur. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'initiatives qui existent déjà à l'époque qui utilisent du JavaScript côté serveur, donc Elma, Jackster, etc. Et à Netscape, on utilise ce qu'on appelle Livewire, qu'on peut toujours trouver sur Amazon, le guide de Livewire tel qu'il était utilisé à Netscape. Et hyper intéressant aussi, on trouve encore toute la doc de ce JavaScript qui est utilisé côté serveur en 95-18, parce que Oracle a racheté la marque de JavaScript dans les années 2000, etc. Et du coup, il y a toute la doc, toutes les archives, etc. Vous pouvez les trouver sur le site d'Oracle. Donc vous avez un server-side JavaScript guide qui date de 98, qui est complètement disponible sur la doc d'Oracle, et dans lequel ils expliquent en fait qu'est-ce que c'est client-side JavaScript et qu'est-ce que c'est server-side JavaScript et à quoi ça sert. Ça, mis de côté, JavaScript, on le connaît quand même comme un langage qui va prendre son essor côté navigateur, côté client, et jusqu'à 2009, et ce qu'on appelle l'appel de Kevin Dangor. L'appel, il a écrit un article sur un blog, et cet article s'appelle « What Server-Side JavaScript Needs ». Et dans cet appel, que je trouve super intéressant, en fait, il fait des propositions, il dit il y a des trucs qui existent pour utiliser JavaScript côté serveur, mais en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait encore faire pour améliorer ça. Donc il fait des propositions techniques, donc on voit des trucs qui sont intéressants, et on voit tout en bas qu'il dit « Ah, ça serait bien d'avoir une façon standard de faire des modules ». Mais c'est une proposition parmi d'autres, et surtout ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de faire des propositions techniques, il va aussi dire en fait les gars, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour créer des trucs qui sont standards, qui sont communs à tout le monde, qui permettent à JavaScript en fait, de vraiment se déployer, enfin déployer c'est pas le bon terme, mais qui permet vraiment de prendre son essor côté serveur. Et quoi de mieux en 2009 pour s'organiser collectivement qu'un Google Group. Donc le Google Group Server.js naît en 2009. Et ce Google Group, il est toujours ouvert. Donc vous pouvez toujours aller voir ce qui se passe sur ce Google Group, et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pas lu les 2700 messages du groupe, mais il y a plein de choses qui sont vraiment ultra intéressantes, que moi j'ai trouvé vraiment fascinantes, parce qu'on voit vraiment depuis 2009 toute la naissance d'une réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'un langage est bien, quoi, grosso modo. Qu'est-ce qu'il faut qu'un langage ait, etc. Donc il y a plein de comparaisons avec des langages qui existent déjà, avec PHP, avec Python. Qu'est-ce qu'il faut aller prendre dans quel langage pour faire quoi? Donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et assez rapidement, dans ce groupe qui s'appelle Server.js, parce qu'en fait, on veut parler de JavaScript côté serveur et de qu'est-ce qu'il faut faire pour que JavaScript soit utilisé côté serveur, on se dit, en fait, les gars, les trucs qu'on fait,
c'est pas que pour JavaScript côté serveur, ça va servir pour tout JavaScript. Donc en fait, on ne peut pas garder ce nom de serveur JS. Il y a plein de discussions sur comment il faut s'appeler. Donc il y a des noms, iOS.js, STD, libJS, on a échappé à des trucs quand même. Et tout d'un coup, Robert Cerny, en août 2009, il pop comme ça sur le groupe et il dit « What about CommonJS ?» Et là, du coup, on reste sur, on va s'appeler CommonJS. Et tout ce groupe va s'appeler CommonJS. Et c'est de là que va naître, en fait, cette standardisation, notamment des modules. L'autre truc qui est intéressant, peut-être que vous ne voyez pas là, en juin 2009, il y a un nouveau qui arrive sur le groupe, qui s'appelle Ryan Dahl. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. Et il dit « Ah, New Server Side JS Project Node ». Et voilà, du coup, il arrive sur le groupe et il dit ça, et c'est aussi hyper intéressant parce qu'on voit toute la naissance de Node qui, du coup, se fait dans un écosystème avec plein de gens qui réfléchissent aussi à qu'est-ce qu'il faut faire pour que Node soit bien, soit utile, serve à JavaScript. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que ça se construit collectivement et c'est comme ça que naissent les standards. Donc voilà, malgré en fait le fait qu'on voulait être inclusif, on ne voulait pas faire que du serveur, il y a quand même le fait que le standard qui va être créé de CommonJS, donc notamment pour standardiser les modules, la façon de fractionner son code, cette proposition, elle est quand même optimisée pour une utilisation de JavaScript côté serveur, avec le développement de Node notamment. Et il y a certaines choses qui chiffonnent un tout petit peu côté client, qui chiffonne, c'est pas complètement, mais ça chiffonne un peu. Notamment parce que le fonctionnement vraiment des modules, du coup, qui est proposé par CommonJS, il est synchrone, donc on va y revenir. Il y a peu de tree shake. Le tree shake, c'est le processus qui fait quand on optimise, au moment de l'optimisation du code, qui enlève ce qui est inutile. Donc par exemple, s'il y a des modules que vous n'utilisez pas, du coup, vous les enlevez. Et pour utiliser du code JavaScript serveur, côté client, il faut une transpilation parfois il y a parfois une transpilation qui est nécessaire. Donc en fait, ça fait qu'il y a quand même des petites choses qui ne sont pas optimales, on va dire. Et en parallèle, on était quand même en 2009 au moment de la naissance de CommonJS. En parallèle, le code côté front, tout le front se complexifie aussi et se développe énormément dans les années 2000. Et il y a un besoin de plus en plus important d'avoir une façon de modulariser son code qui soit vraiment optimale côté navigateur aussi. Et du coup, ECMAScript, qu'on a un peu oublié depuis le début du talk, mais qui est toujours là, qui sort des standards de JavaScript, se dit il faut qu'on se penche sur la question. Et dans ES6, le standard qui sort en 2015, il y a une proposition en tout cas de standardisation des modules qui est vraiment optimisée pour le client et qui s'appelle ESM parce que ECMAScript module. Et voilà, paf, on a deux standards en 2015. On a CommonJS et on a ESM. Donc de cette première partie, moi ce que j'en retiens, c'est qu'on a deux standards qui sont pensés à des moments différents. Je pense que c'est hyper important de se souvenir que CommonJS c'est 2009 et ESM c'est 2015. 6 ans de différence en temps de code. Je ne sais pas si c'est comme les vies de chat et qu'il faut multiplier par 7, mais c'est quand même assez important. Il peut se passer des trucs en 6 ans. Donc voilà, il y a deux standards qui sont pensés en tout cas et qui sortent à des moments différents, dans des contextes différents, pour des objectifs un petit peu différents quand même, qui fonctionnent techniquement différemment, on va le voir. Et il y a d'un côté donc ESM qui est optimisé pour le côté client et qui est porté par ECMAScript, qui est quand même l'instance de standardisation de JavaScript, donc pas rien quoi. Et CJS de l'autre côté, CommonJS, qui est optimisé pour le côté serveur et qui est porté depuis 2009 par l'environnement serveur le plus utilisé dans JS, qui est Node. Alors du coup, ça m'amène au deuxième niveau de ce talk. C'est quoi le problème? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, c'est pas grave, en fait, on a deux standards de modularisation. Ils peuvent vivre chacun de leur côté, ils communiquent quand ils ont besoin, et voilà, et tout va très bien. Sauf que, en fait, pour que ça se passe comme ça, il faut que les stacks elles soient interopérables. Et entre ESM et CJS, il y a peu d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est pas facile à dire vite. Interopérabilité. Et donc, l'interopérabilité, c'est la capacité de deux stacks à fonctionner correctement ensemble, et ça se passe plutôt mal entre ESM et CJS. Pourquoi? On rentre un petit peu plus dans le dur. Quand on Google l'erreur que je vous ai présentée au début, et qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe avec ESM et CJS, ce sur quoi on tombe assez rapidement, c'est qu'il y a une syntaxe qui est différente, une façon
d'importer et d'exporter les modules qui est différente. Avec CJS, on utilise module.export pour exporter, et ensuite on va require le module, et pour ESM, on utilise des import et des export, qui est plutôt explicite. Donc voilà. Sauf que, pour moi, en tout cas, ça pourrait être que des mots, en fait, cette syntaxe. Parce que ce qui fait vraiment que c'est pas interopérable, c'est pas vraiment qu'on écrive différemment importer et exporter. Ce qui fait que c'est pas interopérable, qu'il y a une mauvaise interopérabilité, c'est surtout qu'en fait, ils fonctionnent différemment. Le fonctionnement de chargement et d'exécution des modules, il est différent. D'un côté, on a CJS, je l'ai déjà dit, qui fonctionne de manière synchrone, et de l'autre côté, on a ESM, qui fonctionne de manière asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, concrètement, CommonJS, quand il doit charger les modules, en fait, il va charger et loader, exécuter les modules les uns après les autres. Et ça veut dire que tant qu'un module n'est pas loadé, eh ben, le script, il s'arrête. Il n'est pas... Enfin, voilà. Alors que avec ESM, il y a un mode qui est asynchrone, un fonctionnement qui est asynchrone. Donc ça veut dire que le load des modules, il est initié et que le script, il peut continuer de s'exécuter jusqu'à ce que le module soit récupéré. Donc en fait, c'est deux fonctionnements qui sont différents et qui font que c'est vraiment peu interopérable. Il y a autre chose qui fait qu'on a l'impression d'avoir deux animaux identiques, mais c'est pas pareil. C'est que dans CJS, il y a un scope qui est global par défaut, alors que dans ESM, le scope, il est limité par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire en français, par exemple? Ça veut dire que si vous utilisez un sys avec CJS, il va avoir un scope global et les contextes, ils vont être globaux par défaut, alors qu'avec ESM, le sys, il va être scopé et limité, et donc du coup, on évite la context pollution. Voilà, c'est les principaux problèmes d'interopérabilité que moi, j'ai vus en tout cas dans ESM et CJS. Ce qui m'amène à la fin de ce talk, et qui est que comment on vit avec ça? Alors moi, je trouve plutôt mal, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé qu'on pouvait appliquer plein de règles si on voulait utiliser CJS et ESM ensemble. Une série de règles qui, en plus, est vraiment plutôt compliquée quand ça fait genre 6 mois qu'on code. CJS ne peut pas require des scripts ESM. ESM, un script qui est ESM, il peut seulement être import. Sauf que CJS ne peut pas utiliser import. ESM peut import des scripts CJS, mais uniquement en utilisant un import par défaut, parce que je n'ai pas dit, mais en fait, on peut faire des par défaut et des nommés, c'est un petit détail. ESM peut require des scripts CJS, mais bon, moi j'ai essayé et j'ai trouvé que Webpack vivait pas très bien le truc, donc je déconseille. Et il faut aussi configurer correctement ces fichiers, parce que, par exemple, quand vous êtes côté serveur, si vous faites un npm init, toute vos configurations, par défaut, elle va être en CJS, c'est-à-dire que vos fichiers .js, ils sont configurés en CJS. Si vous voulez faire de l'ESM là-dedans, il faut le dire spécifiquement et configurer vos fichiers en mettant l'extension MJS. Et si vous voulez qu'un projet soit en ESM par défaut, eh ben, il faut le spécifier aussi. Et il faut, dans votre package.json, indiquer type module. Donc voilà, ça je trouve que c'est plutôt compliqué. Après, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé d'autres écoles, on va dire. Je vous les passer en revue, on pourra tout à fait en discuter si vous voulez. Une école qui dit, en fait, il faut soit l'utiliser l'un, soit utiliser l'autre. Avec, je vous l'avoue, je n'ai pas fait d'études empiriques sur qu'est-ce qui ressortait le plus sur Google, quand même une grosse prédominance pour pas mal de devs qui poussent pour dire utiliser ESM. Pourquoi? Parce que notamment aussi ESM est supporté par Node depuis la version 16, depuis Node 16. Donc ça facilite aussi les choses si on veut utiliser ESM côté serveur. Mais j'ai trouvé aussi des articles qui étaient plutôt nuancés, dont notamment un que je vous ai mis en référence à la fin, qui est d'Andrea Giamarchi, qui est responsable d'ESM, enfin de la partie de défendre ESM au sein du Node Module Working Group. Donc voilà, quand même quelqu'un qui a une expertise sur le sujet, je pense. Et qui donne des arguments en disant, bah, en fait, moi je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, dans ESM et dans CJS. Et vraiment, il fait une liste d'arguments dans son article qui sont hyper détaillés et hyper intéressants sur la sécurité, sur les tests, etc. Et vraiment qui préconise de continuer à utiliser les deux en appliquant toutes ces règles hyper compliquées que je vous ai citées tout à l'heure. Et la dernière possibilité,
c'est que quand même, il y a des outils, il y a des technologies qui évoluent et il y a des nouvelles choses qui sortent, et notamment TypeScript qui a sa propre façon de gérer les modules, ou plus récemment, par exemple Bun, qui dit supporter à la fois la configuration en ESM et CJS dans ses fichiers. Alors on pourrait se dire pourquoi Node le fait pas aussi. Parce que du côté de Node, on dit ouais, ça marche dans 80% des cas de détecter quelle est la configuration, donc en fait on ne le met pas encore en place. Mais il y a des choses qui se passent aussi du côté de Node. Du coup, pour conclure, c'est un sujet, je pense que vous avez compris, est super vaste. Vraiment, ça couvre plein de trucs, tout ce que je vous ai dit, notamment par rapport au synchrone, à la synchrone. Moi, j'ai lu, je pense, une petite partie, et j'ai discuté avec beaucoup de gens sur une petite partie de ce sujet. Et je vous en ai présenté 50% j'ai compris 50% de ce que j'ai lu. Et ça, c'est les questions auxquelles je vais être capable de répondre. Donc soyez super indulgents, s'il vous plaît. Par contre, si vraiment le sujet vous intéresse, je peux que vous conseiller, ne serait-ce que d'aller jeter un œil à ce groupe de CommonJS et de ce Google Group de serveurs.js. Franchement, c'est priceless. Et dans les slides, là, j'ai mis quelques références d'articles que j'ai trouvé vraiment très très cool, une petite sélection. Et je pense qu'on mettra les PowerPoint sur le site de ParisJS. Donc vous pourrez aller cliquer sur ça. Voilà, merci beaucoup.